Bonjour et bienvenue sur l'espace correspondant au site mécaniqueuniverselle.net, un site qui essaie de démontrer que l'humanité est inclue dans une sorte de chemin d'évolution qui l'attire, qui la pousse, l'entraîne progressivement vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est entre autres la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, donc le dépassement du fonctionnement actuel qui est le fonctionnement national avec une organisation des Nations Unies que nous avons imaginée au XXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça. Et le fonctionnement national est à partir des nations est relativement récent également. Par exemple, la nation italienne, la nation américaine sont des constructions relativement récentes et c'est valable pour, voilà, même s'il y a quelques siècles que ça a été constitué. La nation française, voilà, elle a aussi quelques siècles d'existence. Mais avant, on fonctionnait plutôt sous la forme de régions, de provinces, de comtats. C'était des petits nobles qui géraient des régions, voilà, de ce qui est devenu la France, par exemple, aujourd'hui. Et bien avant encore, il y a 10 000, 15 000 ans, nous fonctionnions sous forme de clans, de petits groupes humains, de tribus, etc., etc. Voilà, donc il y a une montée progressive vers l'unification. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une question de supériorité. C'est simplement que l'humanité, après être partie à la conquête à partir du moment où elle s'est distinguée des autres primates, où on s'est séparé génétiquement des autres primates, où on a constitué l'humanité, notre humanité, un groupe humain particulier, celui que nous connaissons et auquel nous appartenons tous. Et c'est ça pour moi le fondement de l'humanité, l'appartenance. La véritable appartenance de chaque être humain, c'est l'humanité. C'est pas les appartenances auxquelles on croit, l'appartenance familiale, l'appartenance régionale, villageoise, l'appartenance nationale, etc. Ce sont des appartenances qui existent, certes, et qui sont là pour nous rassurer, pour faire que nous nous sentions bien, mais ce sont des leurs en réalité. En réalité, nous appartenons à l'humanité. Et c'est l'humanité qui donne du sens à notre existence sur cette, dans la création, dans l'univers. Parce que sans l'humanité, ça ne fonctionne pas en réalité. L'appartenance familiale est dépendante de tout un contexte extérieur. L'appartenance de ce village, elle est dépendante de tout un contexte extérieur. Notre appartenance nationale dépend de tout un contexte extérieur. Notre appartenance communautaire dépend de l'ensemble de l'humanité. Voilà. Donc c'est bien, pour moi, le fondement. Et c'est bien l'humanité dans son ensemble qui évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, donc il y a la paix universelle, mais c'est la quête intuitive, c'est le bonheur absolu. C'est pas la paix universelle, c'est un des moyens d'atteindre cet état de bonheur absolu. Le bonheur absolu, c'est le souverain bien, ça correspond au souverain bien, ça correspond à la sagesse, ça correspond
à l'extase, ça correspond au nirvana, à l'éveil, etc., à cet état de conscience supérieur et totalement accompli, en fait. Voilà ce vers quoi, selon moi, nous allons. Nous allons vers l'extase facile. Et l'extase facile a des vertus absolument magiques pour l'humain. Et pas que pour l'humain d'ailleurs. Mais pour l'humain, il y a des vertus incroyables. Et je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net pour en comprendre le sens. Alors parfois, pour démontrer, pour prouver cette évolution, je m'appuie sur des livres que je rencontre. Par exemple là, Kant, projet de paix perpétuelle. Alors, je lis, je pratique comme ça, je lis, je découvre, en même temps que je lis pas avant, et puis je commente éventuellement si je sens qu'il faut commenter. Alors, je vais reprendre la lecture où j'en étais, c'est la 12e vidéo, donc il y en a d'autres avant. C'est dans la première section contenant les articles préliminaires en vue d'une paix perpétuelle entre les États. Donc Kant essaye de déterminer les articles, les règles qu'il faut respecter pour pouvoir conclure une paix perpétuelle. Par exemple, le numéro 1, c'était « Aucun traité de paix ne doit valoir comme tel si on l'a conclu en se réservant tacitement matière à guerre future ». Autrement dit, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on fait la paix, il faut qu'on fasse la paix avec un esprit absolument pur, absolument délié de toute ruse, de tout travers, de toute perversion, qui voudrait dire que, eh bien, je fais la paix, mais au fond, je me réserve le droit de pouvoir pratiquer, aller au-delà. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je prends beaucoup appui sur les événements actuels, évidemment, et l'événement actuellement le plus important pour les Occidentaux, pour les Européens, c'est la guerre qui se passe en Ukraine pour moi, selon moi, entre les Russes et l'OTAN et les États-Unis principalement. Et donc, pour montrer que ce premier article est abusé et justement n'a pas été compris, et c'est là où c'est dommage, on n'a sans doute pas pris la mesure de l'importance d'un travail comme ça, comme celui de Kant. Quand il écrit ça au XVIIIe siècle, ça fait quand même un paquet de temps. Ça aurait pu être réfléchi de façon beaucoup plus profonde. À mon sens, c'est sous-estimé. Alors donc, aucun traité de paix ne doit valoir comme tel si on l'a conclu en réservant tacitement matière à guerre future. Eh bien, ce qui avait été conclu dans cette guerre en Ukraine, c'était que il y avait une partie de l'Ukraine qui voulait au moins son indépendance, ou disons une sorte de neutralité, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient maltraités, que la partie russophone de l'Ukraine était maltraitée par l'autre partie qui est plus ukrainienne, on va dire, ou je ne sais pas exactement, mais bon, ils se sentaient maltraités. En plus, ils étaient certainement poussés par les Russes pour pouvoir faire cette sécession, pour garder la partie qui borde la mer d'Azov
de leur côté. Donc il y avait cette poussée, cette demande. La guerre avait été plus ou moins déclarée, il y avait une sorte de frontière des deux fronts qui étaient posées et des, des traités avaient été accomplis, enfin avaient été décidés pour que voilà, il y ait cette indépendance, etc. Il y avait des, des lois, enfin pas des lois, mais des propositions qui avaient été faites pour cette partie du Donbass, etc. Et il y a peu de temps, je crois que c'est Madame Merkel, qui était à l'époque chef de l'État allemand, et Monsieur Hollande ont dit que, en réalité, ils avaient conclu, ils avaient accepté ce traité, ils avaient accepté cette paix symbolique pour avoir le temps de pouvoir armer l'Ukraine pour pouvoir attaquer ensuite, enfin, pour pouvoir continuer la guerre dans des conditions plus favorables. Voilà, et bien là, ça correspond tout à fait à cette chose-là. Et en fait, ce type de pensée qui est de la ruse, en fait, hein, ça se défend, c'est humain, tout à fait. Il n'y a pas de... on est bien obligé de penser que c'est humain, ces choses-là, mais c'est cette forme de ces attitudes doivent être dépassées dans le futur. C'est quelque chose qu'on devra dépasser. Quitte à, quand on décide une paix, il faut qu'elle soit avec un esprit tout à fait résolument des deux côtés, un esprit qui est pour une paix définitive. On a réussi à conclure une paix, les deux parties sont absolument d'accord, ils ont réussi à trouver l'entente, le compromis idéal, c'est même pas un compromis, mais l'entente totale. Et là, ils signent la paix et c'est fini. On part avec l'amour de l'autre, en somme, l'amitié envers l'autre camp. Et là, ça peut se résoudre. S'il n'y a pas cet état-là, si par exemple, dans la guerre qui est larvée dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou voilà, je pense que c'est l'Azerbaïdjan, s'ils ne parviennent pas à une paix comme ça, eh bien la guerre sera toujours un foyer entre les deux. Donc ce qui est à rechercher, ce n'est pas une sorte de compromis avec des ruses derrière, c'est une lumière absolue de tous les points négatifs, qu'il n'y ait plus. En fait, il faut éclairer la totalité du conflit et de tous les points, mais qu'il soit totalement éclairé. Et c'est à cette seule condition, éclairée et résolue, et c'est à cette seule condition qu'on sort d'un principe de paix. Voilà. Alors, je pense qu'on n'arrivera pas à atteindre ce niveau d'état d'esprit parce que ça frise la sainteté à la limite. Hein. Il faut que les deux camps soient dans la même configuration. Voilà, on voit bien qu'on a affaire à un système la ruse prédomine sur la raison en réalité, pour l'instant. Donc ce qui, à mon avis, va s'imposer, ça sera un ONU absolument dominant qui pourra dire stop, voilà, qui pourra imposer la paix et l'imposer de façon totale. Il faut que ce soit quelque chose d'extérieur qui n'est pas qui ne soit pas jugé parti, qui ne soit pas par exemple, si c'est les Américains
qui décident de la paix, ou si c'est les Russes qui décident de la paix entre Arméniens et Azerbaïdjan, ça ne peut pas fonctionner parce que les Russes sont du côté de l'Arménie et donc c'est pas possible. Et ça ne peut pas être non plus les Turcs qui sont du côté de l'Azerbaïdjan. Ça ne peut pas être les Américains qui font la paix entre Israël et les Palestiniens parce que les Américains sont du côté plutôt du côté d'Israël. Donc c'est pas possible. Ça peut pas être l'Arabie Saoudite je pense qu'à un certain moment ils avaient proposé des choses pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. Et ça pouvait pas le faire non plus parce qu'ils étaient du côté des Palestiniens. Donc il faut quelque chose qui soit absolument juste, central, au milieu et qui aime les deux protagonistes, par exemple Israël et le peuple palestinien, le peuple israélien et le peuple palestinien, qu'ils les aiment autant, qu'ils les aiment absolument de façon identique, comme ces deux filles. Voilà. Donc un ONU absolument juste qui aimerait autant Israël que les Palestiniens pourrait dire, voilà, je vous propose ces trois propositions, par exemple. Une, c'est la scission avec telle frontière, etc., etc. On est arrivé au fait que l'eau, que l'électricité, que ci, que ça, que la libre circulation soit pour les deux nations absolument. Donc la frontière, ça sera celle-ci. Ou alors vous allez vous fusionner. Vous pouvez, et donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait autant de, de représentation dans le nouveau gouvernement, etc., etc. Et on veillera à ce qu'il y ait une véritable entente entre vous. Voilà, on va vous former on va vous former à l'empathie, à l'amitié, à l'amour d'autrui. Voilà, vous êtes à fonctionner de façon fraternelle entre vous. Ça pourrait être une deuxième version. La troisième, je ne l'ai pas en fait. J'ai été un peu. J'en vois que il y en a certainement d'autres, mais bon, bref, un ONU qui serait capable de faire ça parviendrait à faire la paix, évidemment. Obligerait la paix, mais il faudrait qu'il ait les armes, le système, voilà, qu'il puisse dire, et si vous n'êtes pas d'accord, malheureusement, eh ben, on vient, on se pose, voilà, on envoie 5 millions d'hommes sur l'endroit et on gère absolument le truc. On désarme les deux parties, on fait ci, on fait ça, etc. Voilà. Alors, vraisemblablement, on ira vers quelque chose de cet ordre-là. Gageons que ça peut être dans un siècle ou quoi que ce soit. Et espérons que dans un siècle, la plupart des conflits, les conflits qui sont actuels, auront été résolus. Je pense d'ailleurs, ils seront résolus. Et on voit bien que maintenant, malgré le fait que les surdités sont absolument ont été endurcies dans les parties où il y a la guerre, Yémen, Arabie Saoudite, etc., Syrie, enfin, on sent bien qu'il y a des concrétions qui ont été réalisées et que c'est difficile d'aller et de dire, bon, on fait tomber toutes les velléités, Israël, Palestine, c'est très difficile pour pouvoir arriver et dire, bon, on fait la paix. Il faut qu'ils y soient obligés. Il faudrait qu'ils y soient obligés pour le décider d'eux-mêmes, en somme. Sinon, il faut que ça soit quelque chose d'extérieur et qui ne soit pas jugé parti.
Donc, qui ne soit pas les États-Unis, qui ne soit pas le monde arabe ou quoi que ce soit. Voilà, que ça soit quelque chose d'extérieur qui puisse l'imposer. Et sinon, pour imposer, il faut que ça ça soit pire de maintenir un état de guerre. Alors, si c'est pire de maintenir un état de guerre, si par exemple il y a un système dans un endroit où il y a le boycott, il y a une sorte de boycott qui peut se produire et qui fait que les deux belligérants ont trop à perdre de préserver, de continuer cet état de guerre, ça peut être un des arguments. Ou ça peut être un argument qui fait que l'ensemble du monde jette l'opprobre sur les deux belligérants ou peu importe, voilà. Quelque chose qui va faire que les deux mouvements en guerre choisissent la paix parce que c'est leur seule option, quoi, pour vivre. Ils ont trop à perdre à continuer à rester dans ce conflit, à faire perdurer ces conflits. Et ça sera peut-être pareil pour la guerre en Ukraine entre la Russie et les États-Unis. C'est peut-être qu'il y aura trop à perdre des deux côtés pour continuer, et donc la paix s'imposera de fait dans cette chose-là. Mais tout ça, ce sont des évolutions par l'inconscience, c'est des évolutions obligatoires, c'est-à-dire c'est les évolutions des toxicomanes, des alcooliques. Si on est dans l'alcool, si on est dans l'inconscience, il faut attendre l'accident, il faut attendre qu'il se passe quelque chose de grave pour qu'on dise bon c'est bon, j'arrête mes conneries, etc. Voilà, mais c'est pas la conscience qui prédomine dans une évolution comme ça. C'est quelque chose qui nous oblige à changer. Voilà, quelqu'un qui est dans une relation de couple, s'il y en a un qui abuse l'autre, il faut qu'il attende que l'autre finisse par dire bon je te quitte, ah non je vais changer, etc. Voilà, ça peut être les choses déterminantes sont comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de prise de conscience au préalable. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faudrait, une prise de conscience au préalable. Voilà. Bon, là, je me suis éloigné du 6 que je devais travailler, c'est-à-dire le 6, aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future, par exemple l'emploi d'assassins, percussores, d'empoisonneurs bénéficie, la violation d'une capitulation, la machination de trahison dans l'État avec lequel on est en guerre. On va le faire dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute et je vous renvoie à la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas si vous appréciez à peu près, alors c'est spontané, il y a certainement des erreurs, il y a des prises de position que vous pouvez ne pas aimer du tout, et je le comprends, ce sont les miennes, c'est ma façon de le concevoir, c'est une façon qui est un peu du côté des Asperger, voilà, sans doute avec un état d'esprit un peu particulier, atypique, et je comprends que ça puisse ne pas convenir à tout le monde, et en plus je manque de précision. Bien souvent il me faudrait des vidéos d'une heure pour pouvoir vraiment préciser chaque point et pour que ça soit beaucoup plus clair et précis. J'ai pas le temps de le faire comme ça.
Voilà, si vous appréciez tout au moins, eh bien, vous pouvez mettre des pouces ou vous abonner et en parler autour de vous. Voilà, merci, à tout de suite.